Merci beaucoup. OK. Merci Lydie et je reviens, je suis docteur Anissé. Donc, on va travailler un peu sur un cas qui est d'ordre générique pour les gens de gynécologie et gynécologie médicale et gynécologie obstétrique. Est-ce que vous voyez les diapositives? Est-ce que les autres, vous voyez bien la diapositive? Oui, oui, très bien. Oui. D'accord. Donc, l'équipe qui va vous accompagner, c'est une équipe. Ça ne peut pas être une personne qui va vous accompagner sur le plan de la préparation en gynécologie obstétrique et gynécologie médicale. Ce n'est pas possible. Ce sont des spécialités qui sont tellement vastes et qui nécessitent vraiment un accompagnement et vraiment que toute une équipe et que toute une team soit là pour vous accompagner. Donc, on va garder les questions. Je ne sais pas si il faut être interactif direct. Oui, on peut être interactif direct. Vous pouvez m'arrêter pour qu'on discute sur 2 ou 3 trucs. Donc, je ne vais voilà. Oui, oui, on vous Donc, écoute. je disais, les meilleurs cas cliniques et les meilleurs éléments pour mieux se familiariser avec le concours, c'est les sujets des années précédentes. Donc, vous pouvez les avoir sur le site du CNG sous forme PDF, c'est gratuit. Et vous avez au moins jusqu'à la session 2009, comme vous le voyez sur mon écran. Donc, c'est un élément très important pour davantage se familiariser avec les épreuves. C'est très important. Tout à l'heure, je suivais Dr Lydie discuter avec vous sur la documentation. Moi, personnellement, ce que je vous propose pour ceux qui vont faire gynécologie obstétrique, c'est le document du collège. C'est le meilleur, c'est ce que je trouve comme meilleur. Maintenant, il y a d'autres qui ont utilisé depuis les études de spécialisation le KB, que d'autres appellent le VG. Bon, en fonction, si c'est un document que vous l'avez déjà utilisé et que vous connaissez davantage, vous avez apprécié la qualité de l'écriture, la forme, les présentations, vous pouvez l'utiliser. Je ne suis pas contre. Et pour ceux qui veulent faire gynécologie médicale, c'est aussi le document du collège. Je vous ai affiché là les dernières revues, donc que vous pouvez passer les commandes sur Amazon ou vous pouvez les acheter par quelqu'un qui vient en France. Il y a le congrès du Paris Santé Femmes qui sera à Paris en début juin. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui voyage, vous pouvez lui demander de vous en procurer un document. Si vous n'en avez pas, il est important de l'avoir. C'est vraiment capital. Au moins le document du collège. Deuxième document que je vous recommande, c'est pourquoi je vous recommande ces deuxièmes documents, c'est parce que les documents du collège sont un peu costauds et les documents et les différentes recommandations sont un peu costaudes. Il est important d'avoir des protocoles simplifiés qui vont droit au but, mais qui respectent les recommandations. Et parmi ces documents, on a ce qu'on appelle le protocole du collège, le protocole de gynécologie obstétrique, la 4e édition qui date de 2018, que beaucoup de personnes connaissent bien. Il y a une version, l'édition 2000, la 5e édition qui sera produite, qui sera déjà mise en vente autour de décembre. Mais bon, je pense que ça serait tard. Mais je vous ai proposé 2 autres documents qui sont des documents écrits par la maternité de Port-Royal. C'est une maternité vraiment de niveau 3 qui reste très update dans les recommandations et qui vous permettent d'avoir les recommandations à jour. Et ce sont des documents de 2023. Donc, ça fait que ça vous permet d'être vraiment à jour dans les recommandations et avoir des choses simplifiées qui vont droit au but et qui vous permettent d'avoir une attitude quotidienne à être dans les recommandations et à savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'il est important de savoir que
à l'examen, c'est les recommandations qu'on vous demande. Et ce sont les recommandations françaises. Ne vous dispersez pas trop sur... On a des gens qui sont dans des pays qui peuvent être bilingues, avec une influence des recommandations anglo-saxonnes. Oui, c'est bien de les savoir, mais le concours pour lequel vous vous préparez, c'est un concours français et ils vont vous demander ce qu'on fait en France. Ils ne vous demandent pas de faire une discussion littéraire, à savoir, est-ce que lorsqu'on a une rupture des membranes, est-ce qu'on doit laisser 24 heures ou est-ce qu'on ne doit pas laisser 24 heures? Qu'est-ce que les recommandations te demandent? Et c'est juste ça que tu dois dire. Maintenant, il peut y avoir des documents d'exercice que vous pouvez aussi avoir, que je peux vous recommander. En fait, ce sont quelques documents que des gens ont produits pour pouvoir vous exercer, pour que vous puissiez avoir un peu comme des intitulés de questions. Ce sont des intitulés de questions par rapport à des chapitres qui viennent souvent. Vous pouvez les retrouver sur Amazon aussi. Donc, c'est ça. Autre lieu de documentation qui est important et que vous devez avoir au quotidien, c'est le site du SENGOF et l'onglet SRPC. C'est important. Et dans ce site du SENGOF, vous avez toutes les recommandations classées par année et qui vous permettent de savoir ce que la France recommande, ce que le Collège national des gynécologues et obstétriciens français recommande spécifiquement. En plus de ça, il y a l'HAS, comme on en parlait tout à l'heure. Vous voyez, j'ai souligné les spécificités liées à l'appareil génital, la grossesse et la reproduction, le sein. Donc, l'HAS est ouvert à toutes les spécialités. C'est la haute autorité de santé qui n'est pas que pour les gynécologues, qui est vraiment pour toute la médecine. Et là aussi, c'est où vous devez vous procurer les recommandations pour pouvoir travailler. Pour ceux qui veulent faire la gynécologie médicale, on a la Société française de gynécologie. Donc ça, c'est effectivement, chez eux aussi, on a des recommandations qu'ils produisent. Habituellement, ils produisent ces recommandations de manière associée au CNG, au Collège national des gynécologues. Il y a aussi le site générique. Générique, c'est un site qui nous permet d'avoir des recommandations un peu plus tôt, parce que avant qu'elles ne soient totalement mises en disponibilité libre, en fait. Donc, je prends l'exemple. Sur cette image, vous voyez les recommandations du CNG sur la cholestase gravidique. Si vous allez sur le site du SENGOF ou sur le site, sur l'HAS, vous n'allez pas encore trouver les recommandations qui ont été publiées. Mais eux, ils l'ont eu lorsqu'on a eu à présenter ces recommandations lors du congrès Paris Santé Femmes 2023. Et donc, ils sont en train juste de peaufiner l'écriture pour pouvoir mettre en ligne. Mais là, vous avez déjà les éléments clairs que vous devez avoir concernant la cholestase gravidique. Il y en a comme ça plusieurs qui ne sont pas encore bien fixés et qui sont en cours de publication. On a la cholestase gravidique, on a le cancer du col. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être revues là-dessus. On peut aussi avoir, il y en a comme ça plusieurs qui sont en cours de publication et voilà. On a la mort fétale in utero dont on va présenter au prochain congrès Paris Santé Femmes 2024 en juin, en début juin. Donc, vous avez à Généris comme ça souvent la primeur des recommandations qui vous permettent de vous situer aussi sur ce que les différents collèges ont de nouveau. Donc, est-ce qu'on a des questions sur la documentation et sur les référentiels avant qu'on entame la discussion sur le cas qu'on a choisi pour en parler aujourd'hui? S'il y a des questions, j'ai une question, docteur Anissé.
vous pouvez prendre la parole et on échange là-dessus avant de continuer. Merci. Merci pour toutes ces perspicacités. Mais je voulais savoir, en dehors des sites d'où nous pouvons nous procurer des documents, physiquement, si on veut avoir les livres physiques, où est-ce qu'on peut en avoir facilement? On peut en trouver facilement. Donc, OK. Si vous voulez avoir les livres physiques, c'est comme je le disais précédemment, je pense qu'habituellement, si vous n'êtes pas en France, vous allez voir, pour ceux qui ne sont pas en France, il y a des gens qui voyageront en début juin pour venir à Paris Santé Femmes. Et vous pouvez avoir un collègue, un enseignant, il y aura beaucoup d'enseignants des facultés qui seront là. Vous pouvez lui demander de vous acheter un ou deux livres, qu'il vous le ramène. C'est parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas si, et aussi passer les commandes par Amazon si vous avez accès à Amazon dans votre localité, dans votre pays où vous êtes. Nous sommes précisément en République démocratique du Congo, dans la capitale, donc à Kinshasa. Donc. Oui, donc effectivement, si vous êtes à Kinshasa et si vous êtes proche d'un CHU ou si vous avez des amis qui sont enseignants, beaucoup habituellement voyagent pour le congrès de Paris Santé Femmes, qui est vraiment un grand congrès francophone, Je vous propose de vous rapprocher parce que moi qui suis dans des forats avec des collègues et des collèges de gynécologues et obstétriciens de certains pays en Afrique, je vois déjà il y a des gens qui font des demandes dans les ambassades pour pouvoir venir faire le congrès de Paris Santé Femmes. Donc, bref, rapprochez-vous et habituellement, ce sont les enseignants parce que la plupart, c'est habituellement des enseignants parce qu'ils veulent progresser, ils ont besoin de ce certificat-là. Rapprochez-vous de l'un des enseignants de votre pays, vous me posez le problème. Habituellement, à Paris Santé Femmes, il y a des stands de vente de livres. Et vous voyez le prix sur Amazon, vous lui remettez de l'argent et il va vous l'acheter. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et juste un truc, 2 ou 3 points. Le concours, les EVC, c'est une question d'entraînement, de stratégie et une question d'automatisme. Il faut travailler ces automatismes pour davantage être prêt le jour de l'examen. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Bach. Non. Donc, parce que je vois la main, il y a Bach qui a la main levée. Et qui d'autre a la main levée? Annie? Mais s'il n'y a pas moyen d'envoyer même le lien où nous pouvons facilement télécharger de nous-mêmes et puis imprimer les documents. Parce que le fait de faire une demande par Amazon, il suffit que c'est le Congo, les choses ça traîne. Donc tu peux attendre, patienter et ça ne pourra pas être disponible. S'il y a au moins la possibilité où vous pouvez seulement nous envoyer les liens, où on peut facilement télécharger les documents. En même temps, on va imprimer et puis on pourra lire facilement. Parce que si on commence à aller faire ou soit demander le professeur, ils font trop de trucs dans leur tête, il peut aller là-bas et puis ensuite oublier. Ah, ok, oui, effectivement, sur Amazon, oui, je peux vous envoyer le lien. Sur Amazon, il y a la possibilité d'avoir le livre en livre et aussi de l'acheter en PDF. C'est possible. Et vous pouvez donc l'acheter en PDF et après l'utiliser comme bon vous semble. Oui, c'est possible aussi. Donc, nous allons continuer, sauf s'il y a une autre question. Bon, on va continuer. On va prendre le cas que j'ai souhaité que nous échangions aujourd'hui. J'ai préféré prendre un cas dans le sujet des EVC. Il s'agit du sujet 2 de l'épreuve pratique de 2018. Et là, je vous présente presque la totalité. Bon, il y a encore 3 ou 4 questions qui suivent après. Bon, là, j'ai fait la capture d'écran des 2 premières pages.
Et vous voyez globalement à quoi ressemble un sujet 2. Et pour aborder habituellement le cas clinique ou l'épreuve des EVC, la première des choses, il faut lire l'épreuve de manière diagonale et en entier. C'est important de lire toutes les questions. Ne commencez pas à traiter l'épreuve sans toutefois avoir lu d'avoir lu toutes les questions, parce que en fait, la suite des éléments vous permet de ne pas faire des erreurs, surtout aux premières questions. Donc, prenez, et c'est ça l'intérêt de l'entraînement, et c'est ça l'intérêt des automatismes. Donc, il faut avoir cette habitude-là. Si vous n'avez donc pas l'habitude, vous allez commencer à traiter sans avoir lu toutes les preuves et toutes les questions. Donc, nous allons commencer dans le cas clinique qui nous intéresse. Donc, le cas clinique, c'est le cas clinique d'une dame, une patiente de 51 ans qui consulte pour des métrorragies évoluant depuis quelques semaines. Elle vous parle de sa mère décédée d'un cancer du sein et d'une sœur chez qui a été diagnostiqué un cancer du sein à 45 ans. Mais elle ne déclare aucun antécédent personnel particulier, hormis une consommation régulière de tabac. Elle est ménopausée depuis 3 ans. Elle a 4 enfants de 3 pères différents. Elle a eu son premier fils à 17 ans et n'a pas vu de gynécologue depuis la naissance de sa dernière fille. Mais elle s'est fait prescrire par son médecin traitant une mammographie qu'elle n'a toujours pas réalisée. La première des choses, lorsque vous avez un cas clinique, c'est de souligner les mots que vous jugez importants. Et c'est ce que je viens de vous faire là. Donc, c'est ce qu'on appelle une lecture guidée, une lecture dirigée. Et c'est ce que vous devez faire de manière automatique et de manière stratégique sur votre brouillon. Pour pouvoir retrouver les mots importants, les mots-clés, les souligner. Et moi, les mots-clés que j'ai pu déceler lorsque j'ai lu l'énoncé, il y a l'âge de la dame, 51 ans, métrorragie, qui dure depuis quelques semaines, mère décédée d'un cancer du sein, sœur chez qui le diagnostic d'un cancer du sein a été découvert à 45 ans, consommation régulière de tabac, ménorragie depuis 3 ans. Elle a 4 enfants de 3 pères différents. Le premier fils a 17 ans. Elle a eu son premier fils à 17 ans, pardon, et n'a pas vu de gynécologue depuis la naissance de sa dernière fille. Elle a fait une mammographie qu'elle n'a toujours pas réalisée. On a demandé une mammographie qu'elle n'a toujours pas réalisée. Est-ce que vous trouvez d'autres mots ou d'autres éléments importants qui n'ont pas été dénichés dans la lecture guidée? Donc, globalement, effectivement, il est important d'avoir cette lecture guidée pour pouvoir reconnaître les mots-clés. Et la première question qui nous est posée, c'est de savoir, l'interrogatoire vous indique que des saignements faibles, mais récidivants depuis plusieurs mois surviennent souvent après un rapport sexuel. Quelle est votre hypothèse diagnostique privilégiée? Là encore, il faut souligner des mots-clés. Saignement faible mais récidivant et après les rapports sexuels. Pour répondre à cette question, c'est très important d'avoir, quand on vous demande votre hypothèse diagnostique habituellement dans ces épreuves, il faut avoir un diagnostic le plus exhaustif possible. Et il est important ici de dire suspicion de cancer du col de l'utérus chez une femme ménopausée de 51 ans non suivie. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Et il est important, pourquoi je dis suspicion? Parce que le diagnostic du cancer n'est pas clinique.
Le diagnostic du cancer, c'est histologique. Cela n'a pas. Donc, il est important de dire suspicion. Sur ce simple mot, on peut vous clouer. C'est important. Et de donner tous les éléments possibles pour étoffer le diagnostic permettant d'orienter vers une conduite à tenir future. Est-ce qu'il y a des questions sur la première question, la question numéro 1? Bonjour Anissé. Oui, bonjour docteur Inès. Donc c'est docteur Inès, elle fait partie de l'équipe qui nous accompagne pour la gynécologie obstétrique et la gynécologie médicale. Désolée, je suis en retard. Des contretemps qui ne dépendaient pas de ma volonté. Je peux juste dire que vous avez vu, il a mis le diagnostic suspicion de cancer du corps chez une femme ménopausée de 51 ans. En fait, il faut toujours ajouter, vous avez bien vu, il a mis les facteurs de risque. On ne vous a rien demandé, mais vous devez toujours mettre sur la base de. Sur la base de. Et vous citez. On ne vous a rien demandé, mais il faut qu'il comprenne que vous savez. Il faut que le correcteur comprenne que vous allez quelque part, que vous savez ce que vous dites, que ce n'est pas une vue de l'esprit. Toujours. Et vous allez voir que sur la base de, si la question est sur 10 points, le diagnostic que vous avez mis, il est complet. Patiente de 51 ans, cancer du corps, elle n'est pas suivie. Tout ce que vous avez écrit va valoir 5 points. Mais le simple fait de mettre sur la base 2 et de citer les facteurs de risque, c'est ça qui vous donne les 5 autres points. Et quand vous le demandez ou pas, à chaque fois qu'on vous demande des diagnostics, il faut toujours justifier. Donc, diagnostic veut dire justifier. Donc, tu dois toujours justifier ton diagnostic. Toujours. Et c'est pour ça qu'on vous dit c'est une question de stratégie et d'entraînement. Parce qu'il y a beaucoup, presque tous, vous connaissez presque tout ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à dire, mais la grande aptitude et le travail à faire, c'est de pouvoir reconnaître et de pouvoir avoir une stratégie pour toujours mettre les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Pour la suite, on va continuer. On va passer à la question numéro 2. La question numéro 2. La patiente apporte un vieux dossier dans lequel vous retrouvez les résultats d'un frottis cervical indiquant un frottis de High-Seal effectué il y a 10 ans. L'absence de frottis depuis plus de 10 ans vous paraît anormale. Quelles sont les recommandations actuelles en France en matière de dépistage du cancer du col? Ce qu'il faut faire lorsque vous avez une question, c'est toujours souligner les mots-clés. Lorsque vous avez reconnu quels étaient vos mots-clés, résultat de frottis cervical, le résultat, ça vous montre un High-Seal, donc une lésion de haut grade. En ce qui concerne les recommandations actuelles en France en matière de dépistage du cancer du col, il faut toujours être organisé dans vos réponses. Donc, il s'agit d'un dépistage volontaire pris en charge à 100% par la Sécu. Ce n'est pas vain de donner, de dire ces mots. Ce sont des mots qui valent des points. Donc, c'est un dépistage pris en charge par la Sécu. On a deux types de dépistage. On a le dépistage organisé, le dépistage individuel. Dans le dépistage organisé, les différentes modalités de dépistage sont le test HPV et le frottis cervico-utérin. Les cibles et les méthodes. Donc, le frottis dans le dépistage organisé concerne les dames de 25 à 30 ans, avec comme séquence et comme méthode de dépistage 2 frottis à intervalle de 1 an, puis tous les 3 ans si les 2 premiers sont normaux. Et entre 30 et 65 ans, il s'agit d'un test HPV. Donc, test HPV qui recherche les HPV à haut risque qui se font à 3 années après le dernier frottis cervico-utérin.
ou dès l'âge de 30 ans, puis tous les 5 ans si cela est négatif. Maintenant, ça, c'est le dépistage organisé, global, qui concerne la plupart de la population générale. Maintenant, en ce qui concerne les groupes spécifiques, tels que les dames HIV positifs, les dames avec un traitement immunosuppresseur ou les dames ayant une greffe d'organes, les dames immunodéprimées ou les dames ayant été exposées au distilbène, là, ça nécessite c'est une cible différente avec des méthodes différentes. Donc, là, on utilise toujours les mêmes modalités en fonction de l'âge gestationnel, en fonction de l'âge, et on fait le dépistage tous les ans, dès 25 ans. Donc, voilà de la manière dont vous devez pouvoir élaborer lorsqu'on vous pose ce type de questions. Vous devez pouvoir élaborer votre réponse. Est-ce que Dr Inès peut ajouter quelque chose? Juste dire que dans l'énoncé, c'était écrit, elle vous rapporte un résultat qui date d'il y a 10 ans. Bien sûr, le 10 ans n'est pas anodin parce qu'on sait qu'il y a 10 à 15 ans pour passer de lésions précancéreuses au cancer du col. Donc, ça doit aussi vous orienter. Si vous n'aviez pas trouvé le diagnostic avant, que vous reveniez dessus et que vous fassiez les choses différemment. Parfois, il faut même lire les questions avant de commencer à répondre. Ça vous oriente aussi facilement. Est-ce que vous avez des questions sur cette deuxième question? Est-ce que vous avez des choses à apporter, des éléments d'interrogation? Je ne sais pas si je peux me permettre. Allô? Oui, on vous écoute. Bon, moi, c'est Armand. Je voulais juste réagir par rapport à la deuxième question. Juste une ambiguïté que j'ai dans ma tête et par rapport à ce qui est dit dans les documents légaux sur les modalités de dépistage qui concernent, comme on a deux modalités maintenant, qui concernent deux tranches d'âge par rapport au prélèvement cervico-utérin pour le frottis et par rapport au test HPV. Donc, quand vous dites que chez la dame de 25 à 30 ans, on va faire le frottis cervico-utérin et que ceux de 30 à 65 ans, on va faire le test HPV. Mon ambiguïté, c'est au niveau du 30. Ça veut dire que vous incluez celles de 30 ans dans les deux modalités de test, ce que je trouve un peu ambigu. Dans certains documents, il est dit de 25 à 29 ans, puis maintenant pour le test frottis, pour le frottis cervico-utérin, puis de 30 à 65 ans pour le test HPV. Donc, du coup, je suis souvent un peu embêté quand je vois des fois, on étale le frottis jusqu'à 30 ans. Pourtant, on dit... Non, dès l'âge de 30 ans, c'est Oui, le test HPV. voilà. Dès l'âge de 30 ans. Voilà, ça veut dire qu'à 30 ans, ce n'est que le test HPV, ce ne serait plus un frottis. Oui. Voilà. C'est ça mon ambiguïté par rapport à la réponse, justement. Est-ce que ce ne serait pas mieux de dire que le frottis cervico-utérin serait réalisé entre 25 et 29 ans, puis dès l'âge de 30 ans, si on est resté dans la normalité des précédents moyens de dépistage, on passe au test HPV à haut risque. C'est ça Oui, dès l'âge de 25 ans et avant 30 ans. Ok, merci Inès. Merci Arnaud. Nous sommes d'accord avec toi. C'est dès 25 ans jusqu'à 29 ans et l'autre c'est dès 30 ans jusqu'à 65 ans. En fait, voilà, c'est pour écrire, voilà. On peut donc retenir. Et aujourd'hui, la meilleure terminologie, c'est le comme ça, prélèvement cervico-utérin, voilà. effectivement.
Je le dis parce qu'il y a des documents qui maintiennent cette ambiguïté. Il y a certains qui disent exactement, comme vous dites, 25 à 30 ans, et d'autres qui continuent de dire aussi 30 à 65 ans pour l'autre moyen. Et il y a d'autres qui disent 25 à 29, puis 30 à 65. Donc, finalement, c'est un peu ambigu. Toujours des documents français. Donc, c'est un peu ambigu. OK, merci Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, nous allons continuer. La troisième question, c'est si vous aviez été le destinataire des résultats de ce frottis, qu'auriez-vous fait et argumenté? Donc, on a le résultat du frottis qui nous montre un high seal, une lésion de haut grade. Première des choses, c'est toujours informer les dames de manière claire et loyale. Et deuxième des choses, ce qu'il faut faire, c'est une colposcopie immédiate. Donc, les recommandations, c'est une colposcopie dans les 6 mois. Et toujours montrer effectivement ce que vous recherchez. À chaque fois que vous évoquez un examen, il faut toujours regarder, ici, présentement c'est la colposcopie, mais toujours donner si possible, est-ce qu'il y a des éléments, des contre-indications à cet examen? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce qu'il nécessite une préparation particulière et tout ça? C'est très important de toujours donner ces éléments. Donc, lorsque vous devez évoquer un examen, il est toujours important de regarder est-ce qu'il y a des contre-indications à cet examen? Quelle est la procédure pour réaliser cet examen? Est-ce que ça nécessite des bilans préalables? Est-ce que ça nécessite une préparation par des produits particuliers? Et qu'est-ce que vous recherchez à cet examen? Donc, en l'occurrence, en ce qui nous concerne ici, donc, toujours informer la dame de manière claire et loyale. C'est une phrase que vous devez toujours la voir et le ressortir de manière presque systématique. Deuxième des choses, donc on doit lui proposer une colposcopie dans un maximum de 6 mois, dans un maximum de 6 mois. Et la colposcopie, ça consiste donc à faire un examen d'abord, un examen sans préparation, associé à un filtre vert pour rechercher les vaisseaux anormaux. Faire par la suite une application d'acide acétique. Cet acide acétique qui nous permet de rechercher la zone de jonction. Cette zone de jonction est décrite par l'anonyme ZT. ZT1, c'est lorsque la zone de jonction est aisément visible, est totalement visible. ZT2, c'est lorsque ce n'est pas totalement visible ou que ça nécessite qu'on puisse un peu rechercher en écartant l'orifice externe du col pour rechercher une autre partie de la zone de jonction, ou ZT3 lorsqu'on n'a pas la possibilité de voir toute la zone de jonction. Maintenant, donc, vous devez donc classifier aussi cet élément TAC. On parle de TAC 1, TAC 2, TAC 3, qui sont des éléments en fonction de la sémiologie colposcopique que vous allez retrouver comme anomalie. C'est très important. Et c'est un chapitre sur les éléments sémiologiques colposcopiques et le dépistage du cancer du col que vous devez savoir parce que ça fait partie des nouvelles recommandations qui sont sorties en 2022 et qui sont d'actualité. Quand vous allez traiter les anciennes épreuves, vous allez presque toujours, voir ce sujet qui vient. Et la Q représente la taille de la lésion. On a Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, c'est lorsque la lésion occupe moins de un quart du col. Q2, c'est près de la moitié du col, donc un demi. Q3, c'est 3/4 et Q4, ça occupe plus près des 4/4. Donc, vous devez aussi dire un mot rapidement sur l'application du Lugol avec des lésions iodo-négatives, les atteintes du vagin à l'examen au Lugol.
dire si l'examen peut être interprétable ou pas, et dire si, il y a une nécessité de faire des biopsies dirigées grâce à la colposcopie. Donc, globalement, je vous ai montré à quoi ressemble aujourd'hui un modèle de compte rendu de colposcopie qui est produite par la Société française de colposcopie. Donc, globalement, sur cette question, si vous aviez été le destinataire de ce résultat sur le frottis, qu'auriez-vous fait? 1. J'aurais informé de manière claire et loyale la dame. J'aurais proposé une colposcopie immédiate à la dame, à la recherche, à l'examen sans préparation et au filtre vert des lésions vasculaires au filtre vert, sans préparation. Je recherche un ectropion, des malformations, des végétations. À l'acide acétique, je recherche cette coagulation ou cette réaction à l'acide acétique des cellules cervicales. J'évalue la présence ou pas, le degré de vision de la zone de jonction et le nombre de cadrans atteints. Là, au niveau de l'application de l'UGOL, je cherche des images iodo-négatives, j'évalue le degré de zone atteinte et je recherche des lésions vaginales, c'est capital. Et je pourrais dire si l'examen est interprétable ou pas, s'il nécessite d'autres préparations, si ça nécessite que je puisse organiser ça autrement et faire des biopsies si besoin. Donc, voilà, un peu globalement, c'est ça. Il faudrait l'avoir à l'esprit. Voilà. Juste si Agnès, tu permets. Oui, Inès. Dans la réponse, je vous suggère d'ajouter, avant de décrire votre examen colposcopique, ça allait anodin, mais vous devez leur dire que vous mettez la patiente en position gynécologique, que vous utilisez un spéculum. Ça, c'est des trucs qui vaut des points. Ça vaut des points. Et surtout quand vous écrivez biopsie dirigée, examen anatomopathologique, toujours, ça vaut au moins 5 points. Il ne faut jamais l'oublier. Dès que vous écrivez biopsie, examen anatomopathologique, décrivez l'installation de la patiente, ça donne des points. Juste ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie? Voilà, là, effectivement, je vois personne. OK. Donc, on peut continuer. À la question 4, quel aurait été le traitement de cette dysplasie sévère CIN3? Donc, on dit, après votre interrogatoire minutieux, vous examinez la patiente, le toucher vaginal perçoit un bourgeonnement du col, vous avez fait une photo de ce col, l'examen du spéculum confirme le bourgeonnement. Mais avant la question, voilà, on pose la question de savoir quel aurait été le traitement de cette dysplasie sévère CIN3. Donc, en ce qui concerne le traitement de cette dysplasie sévère CIN3, on a tout d'abord les mesures qu'il faudrait prendre en compte. Premièrement, toujours informer de manière claire, loyale sur les consignes et donner les consignes d'usage. C'est une dame, on vous a dit dans les antécédents qu'elle est tabagique, avec des partenaires sexuels multiples. C'est important de vraiment apporter des éléments là-dessus. Et quand vous voyez tabagisme, ce sont des mots qui doivent vous tiquer et toujours avoir une idée d'une consultation d'addictologie, de tabagisme et rechercher les autres addictologies, l'alcoolisme, les drogues, d'autres addictions et donner des mesures d'accompagnement de sévrage tabagique. C'est toujours important.
Ce sont des mots, effectivement, comme Inès le dit, qui ajoutent, qui donnent des points et dont vous devez toujours dire. Maintenant, avant de donner les éléments de mesure de surveillance particulière, donc, une fois que vous avez donné les informations liées aux facteurs de risque, liées au tabac, liées aux mesures de sévrage, vous devez donc parler de la conisation thérapeutique sous contrôle colposcopique, avec les différentes modalités de conisation, une conisation à lance diathermique, au bistouri froid, ou au laser, ou à la pointe électrique. C'est important. Et là, je vous ai ressorti les recommandations de l'INCA sur la question, donc qui sont, lorsqu'on a des lésions histologiques malpighiennes intraépithéliales de haut grade, on fait une colposcopie. Si la colposcopie est satisfaisante, on fait une résection par conisation. La résection par conisation permet de rechercher, il faut toujours, lorsque vous parlez de résection par conisation, envoyer en histologie, à la recherche, dont à l'examen histologique, il faudrait rechercher si les berges, les marges sont saines ou pas. C'est très important de dire ça dans votre examen. Donc, si on a une lésion histologique de cancer, il faut toujours parler de est-ce qu'on est passé aussi toujours en berge saine ou pas, dire si on a une atteinte vasculaire, dire si on a des emboles, donner tous ces éléments, c'est très important de le dire parce que c'est vraiment capital, c'est sur ces éléments qu'ils vous attendent lorsque vous parlez d'une conisation thérapeutique ou diagnostique et lorsque vous envoyez toujours une pièce de conisation en histologie. Et aussi insister secondairement aussi sur la surveillance. Sur cette question, il est important de parler clairement de la surveillance, donc de dire à la surveillance, nous ferons un test HPV à 6 mois. Et si le test HPV à 6 mois est négatif, on refait un prochain test HPV à 3 ans. S'il est positif, il faudrait refaire une colposcopie. Et si la colposcopie au moins de la surveillance du test HPV à faire au moins à 6 mois et dire ce qu'il y a à faire à partir de 6 mois. S'il est positif, refaire une colposcopie et rechercher des lésions vaginales associées ou refaire, si lorsqu'il est négatif, de le refaire à 3 ans. Donc, voilà. Est-ce que Inès peut apporter son expérience par rapport à cette question? Surtout pas oublier le réflexe examen anatomopathologique, PAMI égale 0. Voilà. Si vous écrivez même, vous écrivez conisation, tout ce que vous voulez. Lance diathermique, vous mettez bistouri froid, tout ce que vous voulez. Mais si vous ne mettez pas examen anatomopathologique, parce que c'est ça qui fait votre diagnostic, la question, ça vaut 0. Et c'est conisation avisée, diagnostic et thérapeutique, les deux. Il faut ajouter que ça se fait sous anesthésie au bloc opératoire. C'est important. Voilà. C'est tout. Oui, la surveillance est très, très importante. En fait, c'est important effectivement sur ces éléments, ce sont des questions d'entraînement parce qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà, nous sommes d'accord, mais qui nécessitent que vous fassiez de l'exercice pour pouvoir toujours dénicher et ne pas oublier les mots-clés. C'est capital.
faire de l'exercice pour ne pas oublier des mots-clés, c'est vraiment capital. Et avoir de l'automatisme. Donc, voilà, quand je regarde dans le chat et pour les autres, donc là, il n'y a pas de questions. Donc là, on me signale qu'il est déjà, qu'il commence à se faire tard. Donc, bref, la suite des questions, ça porte globalement sur, donc là, on est à la question 4. Quel aurait dû être le traitement d'une dysplasie sévère? La suite de la question, c'est que proposez-vous de faire à la patiente avec cette image que vous voyez là, qu'au toucher vaginal, on avait un bourgeonnement au niveau du col, cette photo, et au spéculum qui confirme le bourgeonnement. À la question 6, c'est pouvez-vous préciser les 2 types histologiques les plus fréquents en ce qui concerne le cancer du col utérin et leurs proportions respectives? Les questions 7 et 8. Bref, le temps imparti commence et nous fait défaut. Donc, on va globalement s'arrêter là. Pour d'autres, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'était juste des éléments pour qu'on puisse discuter et que vous puissiez déjà avoir une idée de comment s'organisent les choses, à quoi peut ressembler un sujet. Et voilà, nous avons préféré choisir un sujet tombable et qui est déjà tombé en 2018. Et donc, qu'on puisse toucher vraiment du doigt à quoi on va renvoyer un cabinet. Donc, on va s'arrêter là et juste donc vous remercier et vous dire beaucoup de courage. Beaucoup de courage à tout le monde dans sa préparation. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là et vous souhaiter beaucoup de courage pour la suite. Et voilà, il faut davantage vous exercer, rentrer sur les épreuves que vous pouvez retrouver sur le site du CNG. Je vais laisser la parole à Inès, à Dr Inès, pour qu'elle vous donne aussi, elle n'était pas là au tout début, deux ou trois conseils d'ordre pratique pour davantage se préparer. Merci. Merci Anissa pour la présentation. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire des exercices, il faut beaucoup travailler. Le temps imparti pour les épreuves, c'est très, très court et il y a beaucoup de questions pour ceux qui ont vu les épreuves de l'année dernière. Ça veut dire que ce que vous devez écrire ça doit être des réflexes. Ce n'est pas à ce moment que vous réfléchissez. Les questions hyper tombables comme le dépistage du cancer du sein ou du cancer du col, ça doit couler de source. C'est-à-dire quand vous baissez la tête et que vous écrivez la question, vous écrivez tout et de façon rapide et vraiment mettez tout ce qu'il y a à mettre. Il faut que des choses comme examen anatomopathologique, que ce soit un réflexe, la surveillance, que ce soit vraiment un réflexe. Vous ne devez pas réfléchir pour écrire ce genre de choses. Mais tout ça, c'est en travaillant encore et encore. Au fur et à mesure que vous faites des exercices, que vous exercez, ça va couler de source, ça c'est sûr. Je peux vous raconter une petite anecdote par rapport à l'examen. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, c'est l'épreuve fondamentale, la première épreuve. Il y a plein de monde quand vous arrivez à Rungis. Il y a plein de monde. Je ne sais plus combien on était. On devait être 700 pour la gynéco. Et vous n'êtes pas seul. Il y a 3 spécialités qui composent le même jour.
il y a des choses qui peuvent attirer facilement votre attention, vous désorienter. Il y a des choses simples. Par exemple, vous arrivez ce jour-là, pour ceux qui ne savent pas, on vous dit que, en fait, sur votre épreuve, vous ne pouvez qu'écrire avec 2 couleurs de stylo, le bleu et le noir, mais qu'on vous conseille d'utiliser que le noir. Imaginez, vous êtes dans la salle et vous n'avez que des stylos bleus. Par exemple, vous commencez à vous dire, et si sur ma copie, on ne voit pas, machin, non, restez calme. Le bleu, le noir, tout ça, c'est pareil. Quand ce sera scanné, ce sera vu de façon pareille. Les gens vont essayer de vous désorienter sur des choses, mais il faut rester concentré. On vous partage bien évidemment des brouillons, mais honnêtement, bon, les gens vont trouver comment faire pour s'adapter. Mais le brouillon, moi, je ne vous conseillerais pas de les utiliser. Ça vous perd du temps. L'épreuve est trop longue. Vous n'allez pas écrire au brouillon et venir réécrire sur la feuille. Ayez confiance en vous. Écrivez. Écrivez. Vous êtes prêts. Écrivez. Ça va bien se passer. Moi, j'ai fait une chose. Alors, je prends l'épreuve, j'écris, je lis une question et je réponds à autre chose. Ah, mais j'ai dû barrer genre 2 pages et puis recommencer. Mais bon, ça fout un stress. Tu as perdu 10 ou 15 minutes, mais c'est pas grave. Restez concentrés, écrivez. Pour ceux qui seront avec nous, on aura le temps de discuter sur les PAMI, sur ce qu'il faut mettre, sur comment se préparer. On aura le temps de revenir sur tout ça, sur comment, enfin, le déroulement des épreuves. On aura le temps. Après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Bon, S'il te plaît. il y a Bérékis qui a une question. Ah, ok. Bon, sinon, oui, Armand. Armand. Armand, Ouais, vas-y, donc, on vous écoute. oui, c'était par rapport à l'anecdote de Inès là. Ça veut dire que vous avez le droit de assurer sur votre feuille, c'est pas grave, on s'en fout, quoi. Oui, oui. On va vous dire le jour de l'épreuve, vous avez le droit de faire des ratures. Enfin, c'est pas un truc sale, mais quand vous barrez, vous faites des traits, on sait que c'est barré. Mais vous devez répondre aux questions dans l'ordre, c'est-à-dire de la question 1 à la question 19. Vous devez répondre dans l'ordre. Vous barrez, vous pouvez sauter une question, vous laissez l'espace et puis vous reviendrez dessus, mais c'est autorisé. Vous barrez, vous faites des traits simples, un truc propre, mais qui montrent Ouais, que ce n'est pas la réponse que vous voulez donner, quoi. C'est autorisé. ouais, J'ai barré 2 pages et demie. Donc, d'accord. et c'était pas mal. J'ai eu 15,9. N'ayant pas fait toutes les questions, donc ça va. Voilà. Et aussi, voilà, bon, par la suite, on pourra avoir l'occasion de vous présenter à quoi ressemblent des copies pour que vous puissiez voir. Voilà, donc, effectivement, ce sont des copies qui sont scannées, qui sont envoyées aux membres du jury. Les membres du jury, ce sont des PH qui sont dans les hôpitaux au quotidien avec vous. Le président du membre du jury, c'est un professeur. Cette année, c'était un professeur de Poissy. Donc, c'était un professeur de Poissy avec beaucoup d'autres membres qui venaient de Port-Royal, de Dreux et d'ailleurs aussi. Donc, vous pouviez voir, voilà, ce sont des gens qui sont au quotidien avec vous. Il faudrait juste être pragmatique, retrouver, ne pas oublier les pas mis zéro, et il faudrait aussi éviter les 6 mis zéro. Parce qu'il y a aussi des mots, des éléments que si vous avez mis et que ça heurte vraiment tout, ça heurte le jury, on barre totalement et on passe à la question suivante. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, par exemple, on vous pose une question. C'était sur la question de l'épreuve fondamentale de l'année dernière. Vous avez une patiente qui vient vous voir à, disons, 15 semaines, le dépistage de la trisomie 21. Après, je ne sais plus si c'était la trisomie 21, mais je prends un exemple. Dépistage de la trisomie 21, on a fait le karyotype et tout, on a le diagnostic et la patiente vous dit qu'elle ne veut pas de la grossesse. Quelles sont les conditions pour accepter d'arrêter cette grossesse, par exemple?
En fait, il faut commencer par dire ce que c'est. Il s'agit d'une interruption médicale de grossesse. Donc, il faut dire, il faut sortir le mot. Ce n'est pas, ils ne vont pas venir vous dire quelles sont les conditions pour accepter une interruption de grossesse, une interruption médicale de grossesse. Vous devez leur dire que vous avez compris l'énoncé et que il s'agit d'une interruption médicale de grossesse. Avant de donner les critères, il faut que 2 membres du CPDPN, machin, tout ça là. Donc, vous devez d'abord dire ce que c'est. Ça compte. OK. Docteur Luanga, Jean-Pierre. Oui, Oui, bonjour. Vous avez la parole. merci beaucoup pour la parole. Je suis tellement enchanté par rapport à la présentation de ce soir. C'est très percutant, c'est très riche. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je ne faisais que prendre note. Pour moi, c'était tout un enseignement andragogique. Je pense que c'était tout premier webinaire déjà à participer, mais je me suis très vite adapté. La présentation a été bonne et je profite pour remercier tous les présentateurs de l'entraînement de ce soir. OK. Donc, bon, c'est tout le bien qu'on vous souhaite de pouvoir l'utiliser à bon escient et de pouvoir, voilà, d'avoir une idée sur ce qui peut vous attendre comme échéance et davantage mieux se préparer. Est-ce qu'il y avait Oui. une question? Oui, docteur Luanga. Donc, une question. Bon, tout ce que j'ai retenu, c'est que les EVC se passent en France et puis nous n'allons tout simplement que nous référer aux recommandations de différentes sociétés françaises. Parce que, par exemple, pour les cas d'une question des anciennes éditions, que docteur, les noms m'échappent, Docteur a Inès. souligné sur le dépistage, par exemple, de la trisomie 21. Bon, vous remarquerez, par exemple, ça c'est une parenthèse, chez nous au Congo, l'unique type d'avortement autorisé par l'État, c'est l'avortement dit thérapeutique. Lorsque, par exemple, on remarque que le fœtus dont la femme est portée se compromet sa santé, et là, automatiquement, la femme doit être vue par 3 médecins qui doivent arriver à poser le même diagnostic et puis instaurer la même attitude. Il n'y a que ça, par exemple. Bon, bah, pour les cas, par exemple, de la trisomie 21, bon, c'est un avortement hygiénique. C'est un avortement provoqué et génique. D'où, par exemple, on sait que les tares que portera le fœtus ne lui permettront pas de survivre à la vie extra-utérine. Bon, notre pays n'a pas encore retrouvé d'issue quant à ces genres d'avortement. Bon, il est question ici, bon, comme vous avez souligné, que toutefois, référez-vous aux différentes recommandations françaises et consorts. On a pris bonne note et lorsqu'on est devant une question du genre, on ne saura pas peut-être regarder, tituber de gauche à droite. On sait que, bon, d'abord, l'épreuve se passe en France. Je suis donc en France et puis ici, je ne pourrais évoquer que les recommandations françaises. Ça, c'était vraiment une bonne remarque pour ne pas peut-être aller évoquer toute la médecine générale. Je vois que tout est une question d'école et notre école ici de référence, c'est la France. C'était Voilà. très capital pour moi. Voilà. Oui. Parce que ici, il s'agit de pouvoir passer un concours pour pouvoir Oui. être à la longue travailler sur le territoire français. Donc, tout ce qu'on te Oui. demande, c'est les recommandations françaises. Toutes les autres recommandations, c'est pour ta culture, votre culture générale propre à vous. Mais quand on vous demande une question, c'est spécifique à la France.
Et voilà. Et vous allez vous rendre compte que les épreuves ou les sujets qui arrivent sont sur des sujets qui sont bien cadrés en termes de recommandations sur le territoire français. Donc, Exactement. voilà. Donc, nous allons passer la parole à Bérékis. Je vois Bérékis a toujours la main levée. Ok, je vois Bérékis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer par le biais de Dr Lydie, la responsable de Passitude, des remarques, si vous le voulez bien, pour davantage améliorer pour les prochains webinaires. Et voilà, donc nous vous souhaitons un bon début de semaine, une bonne soirée et une bonne nuit. Donc, je laisse le mot de fin aussi à Inès, à Dr Inès, pour qu'elle nous dise le revoir. Juste travaillons et utilisons les recommandations, c'est le Sengoff, la AS, beaucoup plus Sengoff. Normalement, les choses devront bien se faire. Je vous souhaite une agréable soirée et on se revoit bientôt. Merci, bonne nuit. C'était très bien.